Alors nous avons pris pour titre La Géorgie, son histoire, sa chrétienté, sa musique. Je reçois Marc Andronikov, médecin et écrivain. Bonsoir Marc Andronikov. Bonsoir Benjamin. Et André Samangrelo, qui est chroniqueur sur la gazette en ligne le Rouge et le Noir. Bonsoir Benjamin. Ça fait longtemps que nous ne vous avions pas eu à ce micro, André. Donc bienvenue à tous deux. Alors, nous avions eu ensemble l'idée de cette émission à la fin d'une précédente émission en juin dernier, juste avant le concile panorthodoxe, ou ce qui a tenu lieu de concile, et c'est vrai que tout de suite j'avais été intéressé puisque j'ai eu la chance moi-même de passer un séjour, un été en Géorgie en 2008, et que j'avais vraiment beaucoup apprécié ce pays, ses habitants, et on voit il y a énormément de traces de sa très riche histoire dans tout le territoire. C'est vraiment un pays de grande culture. Et d'ailleurs, je sais que le cercle Renaissance de notre ami Michel de Rostelan, patron d'émission sur Radio Courtoisie, va bientôt se rendre en Géorgie lors de leur voyage culturel annuel. Et c'est vrai que j'imagine que ça va être un très beau voyage. J'ai vu le programme, donc j'en profite pour faire un peu de publicité pour le voyage donc du cercle Renaissance de Michel de Rostelan. Donc la Géorgie, son histoire, sa chrétienté, sa musique, vous étiez tous deux les mieux placés pour en parler, puisque je crois que vous êtes tous deux partiellement, en tout cas, géorgiens. D'origine géorgienne, oui. Voilà. Et donc on va, a priori, comme d'habitude, on n'est jamais sûr de rien dans cette émission au niveau du temps, mais on a prévu avec André de faire l'émission en 2 parties, donc de vous retrouver le mois prochain peut-être, ou un autre mois, on verra en fonction de nos emplois du temps, mais en tout cas de découper l'émission en 2, et donc dans cette première partie de remonter aux temps anciens de la Géorgie, et puis notamment avec les tout débuts à l'époque pré-chrétienne, et puis la conversion de la Géorgie au christianisme. Donc je crois que vous m'arrêtez si je me trompe, parce que je suis vraiment absolument... Je vais découvrir en même temps que vous, chers auditeurs, la Géorgie et son histoire. En fait, la Géorgie préexistait au christianisme, mais c'est vraiment uni, ou c'est vraiment constitué en État unifié avec la conversion d'un roi au IVe siècle au christianisme. Non, la Géorgie existait bien avant. Vous savez, la Géorgie et les Géorgiens ont une vision extrêmement mythique de leur histoire, et on peut dire que l'histoire de la Géorgie commence avec la haute antiquité, la très haute antiquité. Et les Grecs avaient beaucoup de liens avec la Géorgie. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de mythes, de mythologie autour de la Géorgie, et les Géorgiens n'oublient absolument rien de leur histoire, et c'est une de leurs forces d'ailleurs par rapport aux peuples occidentaux, c'est qu'ils vivent leur histoire vraiment très fortement. Et bien entendu, on ne peut pas parler de la Géorgie sans parler de la Toison d'Or. C'est cette fameuse Colchide où Jason est allé chercher la Toison d'Or, donc un pays extrêmement riche, mythique, où les moutons étaient d'or. C'était la Géorgie, et donc c'était la partie occidentale de la Géorgie. Et donc depuis la haute antiquité, la Géorgie était constituée en... Déjà avec le même nom ? Non, alors c'était justement elle était constituée en, disons, 2 régions bien distinctes, l'Ouest et l'Est, et toute l'histoire de la Géorgie est parcourue par cette distinction entre l'Ouest et l'Est. Et donc l'Ouest s'appelait la Colchide, où sont allés les Argonautes avec Jason, et l'Est s'appelait l'Ibérie, le royaume des Ibères. Et donc toute l'Antiquité... Des Ibères exactement comme ceux en Espagne ? C'est très étonnant, oui, tout à fait. Et de même que la région encore plus à l'Est est appelée l'Albanie.
Donc ce sont des noms qu'on retrouve un peu plus en Occident, mais donc voilà. Donc Colchide à l'ouest, donc toute la partie sur la mer Noire, donc il faut faire un petit peu de géographie aussi pour comprendre ce pays. Oui, parce que la Géorgie, c'est en fait entre la mer Noire et la mer Caspienne. Et la Caspienne, oui, c'est ça. Donc c'est le sud du Caucase. C'est le sud du Caucase, mais c'est barré par une grande chaîne du Caucase du Nord, ce qu'on appelle la grande chaîne du Caucase du Nord, qui est au nord de la Géorgie, et la petite chaîne du Caucase du Sud, qui est au sud de la Géorgie. Donc en fait, c'est une bande de terre qui se prolonge entre la mer Noire, le pont Euxin à l'époque, et la mer Caspienne, barrée par les deux énormes chaînes montagneuses, l'une plus grande que l'autre, au nord et au sud. Et donc au nord, c'est la frontière avec la Russie. À l'époque, c'était pas la Russie. Bien sûr, mais actuellement. Oui, et au sud, c'est la frontière avec l'Arménie actuellement. La Turquie, l'Arménie, l'Iran, en quelque sorte. Et André Samandrello. Ce qu'on peut rajouter sur ces questions géographiques, c'est que là, il y a aussi une séparation géographique entre donc cet est et cet ouest géorgien qui de très haute antiquité, depuis aussi longtemps qu'on se souvienne, ont été séparés et notamment à l'époque antique politiquement. Il y a une région de plateau qui sépare donc l'Est et l'Ouest et qui donc donne une cohérence physique à cette séparation qui a vraiment traversé toute l'histoire de la Géorgie. Alors, pendant cette antiquité, donc les Grecs commercent beaucoup avec la Colchide, donc la partie ouest sur le pont Euxin, donc c'est la région mythique, etc., une région extrêmement riche. Et ensuite vient la conquête romaine. Qui allait jusqu'en Géorgie ? Ah oui, qui a commencé d'ailleurs par l'Ibérie, c'est-à-dire elle a commencé par l'est de la Géorgie, et c'est Pompée qui a conquis la Géorgie en moins 65 à peu près, donc en commençant par l'est, donc par l'Ibérie, et en revenant par l'ouest jusqu'au pont Euxin. Donc la Géorgie à l'époque, donc la Colchide et l'Ibérie, étaient dans la sphère d'influence romaine. Et pendant toute la période antique qui vont au premier empire, enfin les débuts de l'Empire romain, les rois de Géorgie étaient confirmés par Rome, en fait. Et alors, est-ce que, pour qu'on visualise bien, est-ce que c'était une marche de l'Empire romain ou est-ce que les autres pays les autres régions du Caucase étaient aussi dans l'Empire romain ? Il y avait l'Arménie qui faisait partie de l'Empire romain aussi, donc c'était... Et au nord, par exemple, les terres de Russes actuelles, ça c'était... non. Au nord de la chaîne du Nord-Caucase, le Caucase, c'est 5000 mètres, voilà, 5000 mètres de hauteur, c'est plus haut que les Alpes, c'est quelque chose de quasiment infranchissable. Et est-ce que ça allait jusqu'à la mer Caspienne ? Oui, à l'époque, oui. Les Romains allaient jusqu'à là-bas. Alors, vous savez que pour revenir un peu sur le mythe, sur la Géorgie mythique de l'Antiquité, on a parlé des Argonautes et de Jason. Il faut dire aussi que c'était l'endroit où était enchaîné Prométhée. Puisque pour l'Antiquité, en tout cas pour les Géorgiens, c'est de là que vient le travail du fer. Le premier travail du fer attesté est en Géorgie. Donc c'est vraiment un endroit de haute civilisation, si vous voulez, dès l'Antiquité. Et donc Prométhée était attaché au mont du Caucase, en fait. Donc c'était vraiment un endroit extrêmement fort, je dirais, historiquement et mythologiquement, dès la très haute Antiquité. Et les Géorgiens vivent encore avec ça, et il ne faut pas l'oublier, ça. C'était vraiment un endroit le travail du fer qui est vraiment important, qui a traversé aussi toute l'histoire de la Géorgie. Ensuite, qu'on voit plus tard ou dès l'Antiquité, le travail de l'or, la ciselure, qui font vraiment partie de l'identité géorgienne. Et est-ce que la langue et l'alphabet remontent à cette époque ? Alors, l'alphabet, non. La langue se perd dans l'histoire parce que c'est immémoriaux. C'est une langue qui appartient à un groupe qui se limite à la Géorgie. Il y a trois langues dans le groupe kartvélien, puisque kartvélien ça veut dire géorgien en géorgien. Il y a trois langues, le laz, le mingrélien et le svan et le géorgien. Donc il y en a quatre, mais il y en a une qui est un peu mêlée d'autres influences. Et donc c'est un groupe qui n'appartient que à ce territoire-là. C'est quand même assez surprenant quand on a l'habitude de penser en groupe indo-européen qui s'étendent sur deux continents. La langue géorgienne, donc qui est la principale de ce groupe de langue kartvélienne,
n'a pas, en tout cas de manière certaine, de lien avec d'autres groupes linguistiques. On suppose qu'il y a pu y avoir des contacts linguistiques avec les Indo-Européens parce que certains mots qui concernent des réalités très basiques comme la chaleur sont communs. Notamment, on pense à la racine tep qui a donné tepidus en latin ou en russe tiopli, comme ça, qui se retrouve aussi en géorgien et qui a donné d'ailleurs le nom de la capitale, Tbilissi, puisque ça veut dire les sources chaudes. Mais à part ces contacts assez réduits, il y a finalement peu de liens, et c'est vrai que la langue et donc du coup les origines ethniques des Géorgiens sont assez mystérieuses. Georges Dumézil a voulu les identifier à des lointains cousins des Basques. D'autres sources, d'autres études tendent à dire que c'est le résultat d'une migration scythe très ancienne. Tout ça est assez finalement quand même assez mystérieux et assez incertain. Et le cousinage avec le basque, vous y croyez ? Personnellement, non. Je trouve que ce serait très beau. Il y aurait de quoi écrire des épopées antiques sur le sujet, mais je dois dire, dans l'état de mes connaissances, qui sont très loin d'égaler celles de Georges Dumézil, je trouve ça un peu tiré par les cheveux tout de même. Et alors, au niveau de l'alphabet, est-ce qu'on sait d'où il sort ? Parce que c'est un alphabet qui ne ressemble à... Donc c'est une langue qui ne ressemble à aucune autre, donc une langue originale dans le monde, avec des influences actuellement un peu persanes sur la façon d'écrire, disons, les lettres. Mais encore une fois, qui sont tout à fait originales. Persane, mais avant que les Perses se mettent à écrire avec l'alphabet arabe. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Et il y a 3 écritures principales géorgiennes en tant qu'écriture. Donc en fait, il y avait 3... Dans la Géorgie du Moyen-Âge, on écrivait avec 3 alphabets différents, en fait, selon le genre de texte qu'on écrivait. Voilà. Et encore aujourd'hui, on a donc l'alphabet moderne qui est utilisé par toute la population avant qu'elle se mette à écrire en cyrillique ou en alphabet latin, et ce qui arrivera peut-être un jour malheureusement. Et puis aujourd'hui, ils pratiquent encore l'alphabet géorgien. Oui, mais de plus en plus, on voit avec notamment malheureusement l'utilisation des réseaux sociaux, on voit de plus en plus de gens utiliser l'alphabet cyrillique ou l'alphabet latin. Ce qui ne veut pas dire que l'alphabet géorgien décline, mais que c'est peut-être un signe que ça commence à se standardiser d'une manière un peu malheureuse. Et puis donc par ailleurs, pour les 2 autres alphabets que mentionnait Marc, ils ne sont aujourd'hui utilisés plus que dans les écrits liturgiques. C'est-à-dire qu'il y a 2 alphabets en un, l'alphabet majuscule et l'alphabet minuscule, qui sont utilisés pour l'écriture des offices, c'est-à-dire que c'est assez spécial et c'est assez unique. Quand on lit les offices en Géorgie, on lit dans un alphabet complètement différent de celui de la langue habituelle. Ça complique considérablement les choses. Donc voilà pour l'Antiquité géorgienne, donc un pays original situé pour laquelle la géographie explique beaucoup de choses, et avec une mythologie importante jusqu'à la conquête romaine. Et ensuite, donc les contacts qui se maintiennent donc avec Rome. Et malheureusement, au IIIe siècle, 2e, 3e siècle, il y a déjà une première, premier recul de Rome. Un premier recul de Rome avec une poussée forte de l'Iran. Donc c'est l'Iran qui commence à grignoter sur l'influence romaine, et donc fait des incursions en Géorgie. Et là, c'est une bataille qui commence donc au 2e, 3e siècle et qui ne se termine finalement que 1000 ans plus tard, ou un peu plus même. Et donc là, on est au 2e, 3e siècle, puis va arriver un événement capital dans l'histoire de la Géorgie, c'est la conversion au christianisme. Alors, est-ce que ça se fait en même temps que l'Empire romain ou un peu avant ? Alors même qu'on voit peut-être l'Empire romain, au moment de la conversion au christianisme, n'était déjà peut-être plus... n'était déjà plus présent physiquement sur le territoire. Alors justement, la question de l'Empire romain est intéressante pour faire un petit rappel avant l'arrivée donc de Saint Nino au IVe siècle. Saint André, selon la tradition apostolique géorgienne, avait déjà évangélisé la Géorgie et avait notamment laissé, ça s'est établi, des communautés sur la mer Noire, donc dans les comptoirs commerciaux grecs, qui étaient donc les plus susceptibles de connaître l'influence de l'empire romain.
Donc il y avait déjà des communautés chrétiennes, surtout urbaines, comme c'était le cas dans tout l'Empire romain. Et en revanche, donc au IVe siècle, en 330, une esclave. Alors, le statut qu'elle avait lorsqu'elle est arrivée en Géorgie varie selon les sources, mais il y a beaucoup de sources qui considèrent qu'elle arrive comme esclave. Donc une Cappadocienne qui est réputée être la cousine de Saint Georges le Mégalomartyr, arrive en Géorgie, est mise en prison et pris dans sa prison, commence à guérir à peu près tous les malades qui passent devant sa cellule, jusqu'à ce que la reine elle-même, atteinte d'une maladie, vienne la consulter, reparte guérie, et c'est un peu comme ça que le roi Myriane, en 336, entend parler donc de cette captive, Nino, qui prie un dieu complètement étranger et qui guérit par la force de ses prières. Et donc on a une histoire qui est assez similaire à celle de Clovis et de Constantin. Myriane part à la chasse, se perd dans la forêt parce que la nuit tombe, et prie le dieu de Nino de lui accorder longue vie et de le sauver de l'épreuve. Et bien évidemment, il est sauvé. Et lorsqu'il revient, alors comme tous les empereurs, il a du mal à respecter sa promesse, mais il finit, selon les chroniques géorgiennes, par donc respecter sa promesse et par se convertir. Et là, les chroniques géorgiennes, qui sont un recueil historique qui date du 9e siècle et qui remonte jusqu'au 4e siècle avant Jésus-Christ, mentionnent pour ce moment-là que les hommes de Géorgie croient parce que le roi croit, et les femmes de Géorgie croient parce que la reine croit. Donc on a, dans les années 330, 340, la conversion de la Géorgie, qui est le 3e pays qui existe encore actuellement, qui se convertit après l'Arménie et l'Éthiopie, et bon, bien évidemment l'Empire romain, qui lui n'existe plus sous cette forme politique. Mais qui a suivi donc voilà. qui a suivi la Géorgie. Voilà. Et donc à partir de cette époque-là, donc de la moitié du IVe siècle, on commence donc à demander à l'Empire romain, et notamment à Constantinople, de faire venir des évêques. Et donc, surtout en Ibérie, parce que le roi Myriane était roi d'Ibérie, et donc c'est notamment... Donc l'Ibérie, c'est l'ouest, hein, c'est l'est. Pardon. Donc là, on est... Et l'ouest, l'Albanie. La Colchide. Et l'Albanie, c'est tout à l'est. C'est l'Azerbaïdjan. C'est l'Azerbaïdjan. L'Albanie, c'est l'Azerbaïdjan. Voilà, actuel. Et donc, notamment donc l'Ibérie, qui donc en fait est au milieu du Caucase, en fait, se convertit là, notamment politiquement, d'une manière qui est assez similaire à ce qu'on connaît pour l'Empire romain et pour la France, par exemple. Et donc commence donc à ce moment-là, pour ce territoire-là, l'histoire de l'Église de Géorgie, qui est jusque-là centrée sur l'archevêché de Mtsreta, qui est l'endroit où a été donc convertie la cour géorgienne. Alors, c'est un tout petit peu au nord c'est à côté de Tbilissi. Oui. Alors, Mtsreta, c'était la capitale de la Géorgie, de l'Ibérie, de l'ancienne capitale, la capitale antique, c'était le lieu finalement capital du royaume des Ibères, de l'Ibérie, et c'est un peu plus tard que la capitale se déplace à Tbilissi. Et si mes souvenirs sont exacts, il y a une ville qui s'appelle Ouplitsiré aussi. Oui, c'est une ville antique aussi. Oui, tout à fait. Oui, c'est à côté. Aussi. Troglodytique, effectivement. C'est ça. Donc, ce que vient de dire André, c'est que le Byzance, c'est-à-dire l'Empire d'Orient, l'Empire romain d'Orient, envoie ses missionnaires et ses évêques finalement faire le catéchisme des Géorgiens, mais l'église géorgienne dépend à ce moment-là du patriarcat d'Antioche. Et Vienne... qui est, comme si vous avez bien écouté les premières parties d'émission, chers auditeurs, qui a juridiction sur l'Asie hors la Terre Sainte, qui a été détachée pour Jérusalem. C'est ça. Donc le patriarcat d'Antioche, André vous a dit que Sainte Nino venait de Cappadoce, donc un peu de cette même région. Donc le patriarcat d'Antioche est le patriarche de ce qui devient l'église de Géorgie pendant environ un siècle, et envoie aussi des missionnaires, et c'est ainsi que 100 ans après Sainte Nino arrivent en Géorgie ce qu'on appelle les 13 pères syriens. Les 13 pères syriens qui vont finalement consolider
cette foi chrétienne en Géorgie. En étant disséminés sur tout le territoire, principalement de l'Ibérie d'ailleurs, en fondant des monastères, en devenant évêque, en traduisant en diffusant l'évangile, les écrits des pères, donc en faisant tout un travail d'évangélisation sur lequel se fonde finalement toute l'Église de Géorgie jusqu'à maintenant. C'est vraiment leur racine. Sont ces 13 pères syriens qui sont représentés par une icône où ils sont tous représentés avec leur père spirituel Saint Jean. Et donc se disséminent dans les différentes régions d'Ibérie, et leurs reliques servent pour la construction d'églises. Et jusqu'à présent, c'est assez extraordinaire, c'est que quand j'ai été en Géorgie il y a quelques années, des jeunes Géorgiens savent où sont les reliques et savent quel saint père syrien est à quel endroit, dans quelle église, et on peut toujours vénérer leur tombeau et aller sur leur relique. C'est assez extraordinaire. André Salangrello. Et l'autre aspect qui est très important pour cette mission des pères syriens, c'est que donc qui commence donc à la fin du 5e siècle. À la fin du 5e siècle, c'est que en fait, on est à un moment très 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 capital de l'histoire de l'Église dans cette région-là, parce qu'Antioche, depuis donc la moitié du 5e siècle, est anti-chalcédonienne, et donc a une confession de foi qui est notamment reprise par les Arméniens. Notamment, oui. Comme on l'a vu dans les premières parties de la série d'émissions, en première partie, très rapidement, Antioche se divise en deux, avec certains qui sont non chalcédoniens et d'autres qui sont chalcédoniens. Et précisément, donc les Arméniens reprennent l'opposition aux conclusions christologiques du concile de Chalcédoine, et la Géorgie pendant un certain temps, et donc dans cet entre-deux, entre Chalcédoine et le parti anti-chalcédonien. Et c'est notamment la mission des pères syriens, c'est ainsi que la tradition et l'historiographie le rapportent, qui consolide la confession de foi chalcédonienne. Et pour finir, puisque donc la Géorgie et l'Arménie sont assez unies sur le plan religieux pendant les premiers siècles, c'est au tout début du 7e siècle, le 3e concile de Dvin, qui rassemble des évêques géorgiens et arméniens, voit la division, la séparation finale et totale, définitive. Donc, au tout début du 7e siècle, en 604, la séparation définitive entre l'Église d'Arménie et l'Église de Géorgie, donc autour de la ligne de l'acceptation des conclusions du concile de Chalcédoine. Et simplement, je fais un petit retour en arrière. On parlait tout à l'heure de Saint-André. Est-ce qu'on a des traces de ces prémices d'évangélisation en Géorgie? Est-ce qu'il y a eu des martyrs dans les premiers siècles en Géorgie Je saurais pas dire s'il y a eu. C'est leur foi chrétienne. Je saurais pas dire s'il y a eu des martyrs. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait des communautés chrétiennes dans les comptoirs commerciaux sur le pont Euxin. Et donc avant même la conversion de la Géorgie, il est attesté que par exemple au premier concile de Nicée, il y avait des évêques, par exemple de Trébizonde et d'autres villes sur la mer Noire qui avaient envoyé leurs évêques au concile de Nicée. Donc quelques années avant la conversion de la Géorgie. Donc c'était un christianisme, comme disait André tout à l'heure, de centre urbain. Et donc pour passer sur un plan politique, l'influence d'Antioche, qui est sur le plan religieux, elle est reflétée par l'influence perse politique sur cette région-là, comme l'a dit Marc, qui commence donc bien longtemps avant, et qui se fait sentir donc jusqu'à la fin du premier millénaire. Et on a au 5e siècle et au 6e siècle un premier roi géorgien qui est connu parce que notamment il a été canonisé par l'église géorgienne, Vartang Gorgasali, c'est-à-dire Vartang tête de loup, qui notamment fonde la ville de Tbilissi en identifiant le signe de Dieu qui lui aurait dit fonde la ville à l'endroit des sources chaudes, là où tu verras un aigle manger un serpent. Et donc, on a ici la première, je dirais, tentative, en tout cas la première trace d'une volonté géorgienne d'unifier
d'unifier au-delà des frontières ibériques et de repousser en fait et de prendre de l'indépendance par rapport à l'influence perse. Ce qui est très important parce que ça va prendre de l'ampleur dans les siècles qui suivront et on voit là déjà donc le fait que malgré la séparation politique qui est très ancienne, il y a quand même un lien entre les deux royaumes principaux de Géorgie. Et c'est à cette époque dont vient de parler André que l'Église géorgienne prend son indépendance par rapport à l'Église d'Antioche, et donc c'est à la fin du 5e siècle que l'Église de Géorgie est élevée au patriarcat. En fait, le catholicos, finalement, c'est le patriarche de Géorgie. C'est la fin du 5e siècle, donc assez vite. Et donc ça, c'était, d'un point de vue technique, c'est donc le patriarche de Constantinople. D'Antioche qui a élevé... c'est ça, qui a laissé l'autocéphalie à l'église de Géorgie. Sous la forme de catholicosat, c'est-à-dire le titre en fait qui était donné aux primats non patriarcaux lorsqu'ils étaient élevés par Antioche. C'est la petite différence qu'il y a avec tous les autres patriarcats actuels orthodoxes, c'est qu'on appelle le patriarche de Géorgie le patriarche catholicos parce qu'il a cette fondation antiochienne antique. Comme le patriarche arménien. Voilà, exactement. Mais qui n'est pas orthodoxe. Qui lui n'est pas orthodoxe, donc dans la communion orthodoxe. C'est non calcédonien. Exactement. Alors, André Samangrelo, vous nous avez préparé de la musique qui va entrecouper cette émission pour qu'on s'imprègne bien de la culture, de l'histoire géorgienne. Donc on va écouter cette pièce, puis vous nous en direz quelques mots ensuite. Il y en a deux. Il y en a deux. Voilà.
Epshadwini Chayaratia. Artians kudwa khwamatia. Artians kudwa khwamatia. Rida mapage gudi sure doli partia mai akhlakis da. Shumachkuma guateturo. Esvia, Khalido Dveshia, Uchardia, Uchakoch, Vashudida Mushamor, Uchakochi, Arkale, Geshashvido, Geshavurtido, Ashomo, Michankale, Esvia, Khalido Dveshia, Uchardia, Uchakoch, Vashudida Mushamor. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la plus grande France. Benjamin Blanchard au micro. Dans cette deuxième partie d'émission, je reçois Marc Andronikov, médecin et écrivain, et André Samangrelo, chroniqueur à la Gazette en ligne Le Rouge et le Noir, pour nous parler de la Géorgie, son histoire, sa créativité, sa musique. Alors André Samangrelo, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la musique que nous venons d'entendre, ces chants ? Voilà, alors donc ça, les harmonies qu'on vient d'entendre ont peut-être pu surprendre les auditeurs de Radio Courtoisie qui n'y seront pas habitués. Je tiens à préciser qu'il y a encore plus étrange et encore plus complexe. Mais bon, j'ai choisi d'épargner les auditeurs ce soir. J'ai choisi ces deux morceaux-là parce que précisément, le premier qu'on a entendu et le deuxième qu'on a entendu sont représentatifs de la division entre l'Est et l'Ouest de la Géorgie, qui remonte donc décidément à extrêmement loin. Sont des chants qui peuvent accompagner le travail, toutes les étapes de la vie. Il y a des études qui montrent que depuis extrêmement longtemps en Géorgie, tout ce qu'on fait est accompagné de chants, et c'est encore le cas actuellement. La règle de politesse qui dit qu'on ne doit pas chanter à table en France, elle n'est pas du tout appliquée en Géorgie. On chante tout le temps. Je confirme. Voilà. et donc notamment des chants de travail qui sont, comme on l'a entendu dans la première musique à l'est, avec une basse continue très stable et des harmonies faites par les deux voix d'au-dessus. Et dans ce qu'on a entendu dans la deuxième musique, c'est-à-dire à l'ouest, donc une basse beaucoup plus active, beaucoup plus mobile, et donc c'est cette division là qu'on va retrouver en fait au fur et à mesure dans le développement de la musique géorgienne. Et
Les deux étaient de la musique religieuse ? Non, les deux étaient de la musique profane. Les deux étaient de la musique profane qui donc du style de ce qu'on peut entendre pour accompagner toutes sortes d'activités, d'occasions de la vie. Et c'est important et c'est à la fin de cette première partie sur les origines de la Géorgie que je place ces deux morceaux, parce que donc la polyphonie précède l'arrivée du christianisme en Géorgie, et que il y a beaucoup d'experts. Alors bon, c'est quand même une période qu'on connaît mal et sur laquelle on peut peu affirmer, mais avec certitude. Mais on considère que la polyphonie en Géorgie a des origines extrêmement anciennes, et certainement même beaucoup plus anciennes que la polyphonie en Occident. Et je crois que le deuxième chant, je l'ai entendu il y a quelque temps à l'Opéra de Damas, puisqu'il y avait un récital de chants de différents peuples de toute l'Asie et l'Europe, en fait, et de chants traditionnels, et il me semble bien reconnaître ce chant. Et je pense que c'est une très bonne transition, Benjamin, vers notre deuxième partie, puisque je pense qu'on va pouvoir commencer à parler donc de l'âge d'or géorgien autour de la dynastie des Bagrations, et notamment donc de cet âge d'or qui s'est répandu dans tout le Moyen-Orient à partir donc du 10e et du 11e siècle. Du Proche-Orient. Alors on a laissé la chronologie géorgienne à peu près au 5e, 6e siècle, avec 7e siècle avec Chalcédoine. Ensuite avec arrive ce royaume, ces deux royaumes tout à fait distincts, disons, Ibérie à l'est et Colchide à l'ouest. Et ensuite, c'est la conquête arabe, et donc l'influence perse est un petit peu soumise, disparaît au profit de l'invasion arabe qui arrive jusqu'en Géorgie. Oui, malheureusement, oui. Très rapidement. Oui, malheureusement, très rapidement, et avec des Arabes qui ont une politique d'islamisation forcée immédiate, en fait, et donc qui ravage le pays. Et cette islamisation forcée laisse bien entendu des traces importantes. Ils rasent tout, enfin c'est extrêmement dur. Et en fait, l'unification de la Géorgie dont vient de parler André, qui se fera sous l'impulsion de la dynastie des Bagrations, des Bagratides, se développe dans ce contexte de pays complètement ravagés, d'une part un peu par les Perses, mais qui laissaient un peu vivre quand même les Géorgiens, et puis ensuite par les Arabes, qui avaient tout dévasté. Sous les Perses, il y avait encore des souverains locaux. Voilà, c'est ça. Les souverains locaux étaient vassaux, si vous voulez, qui ont les Perses les laissaient faire, un peu comme ils voulaient. L'occupation arabe, là, c'est une occupation totale, avec une administration arabe sur le pays et une conversion de force. C'est ça. Plus aucune souveraineté, et donc les seules formes de pouvoir géorgien qui existent, ce sont des nobles provinciaux extrêmement velléitaires et qui se disputent des miettes. C'est le morcellement du pays, en fait. Et alors l'église de Géorgie, pendant ce temps-là, est-ce qu'elle subsiste ? Est-ce qu'elle est complètement détruite ? Non, elle subsiste toujours, plus ou moins ouvertement, plus ou moins en catacombe. Beaucoup de martyrs à cette époque-là. Il y en avait déjà à cause des Masdéens, donc jusqu'au 7e siècle. Alors, que sont les Masdéens ? Les Masdéens, c'était la religion rentrée autour du feu, qu'avaient les Perses, qui cohabitait avec le zoroastrisme, qui a aussi eu une influence en Géorgie. Qui est aussi autour du feu. Voilà. Non, qui est plus une religion astrologique, il me semble. En tout cas, en Géorgie, ils ont un feu sacré qui vénère, qui ne doit jamais s'éteindre. Et en tout cas, donc les martyrs du début de l'histoire de la Géorgie sont victimes donc du masdéisme, et ensuite de manière beaucoup plus systématique, comme d'habitude, aux mains des Mahométans. Et donc dans ce contexte d'un morcellement total du pays, il y a un royaume qui aujourd'hui qui n'est pas sur le territoire de ce qu'est aujourd'hui la Géorgie, qui est aujourd'hui en Turquie, en fait, la Taouk-Larjeti, qui voit l'apparition d'une élite, enfin d'une famille d'élite très liée à l'Empire byzantin, autour de quelques princes kouropalates qui sont nommés Bagrat. Et donc c'est vers qui sont nommés Bagrat par l'Empire byzantin. Non, c'est leur prénom, leur prénom devenu un nom de famille, et qui ensuite donne du coup le nom d'une dynastie qui, à partir du 9e siècle, commence à prendre de l'influence donc au sud-ouest de la Géorgie actuelle. Donc au bord de la mer Noire. Voilà, au bord de la mer Noire. Donc et dans les montagnes du sud Caucase. Donc si je comprends bien, cette famille développe un royaume au bord de la mer Noire, donc dans une zone d'influence qui n'était pas sous contrôle des Arabes,
et petit à petit commence à reconquérir C'est ça, la Géorgie. Voilà, tout à fait, exactement. Donc ça part du sud-ouest, comme vient de le dire André, et un peu aussi du nord-est. Et j'ai regardé le premier roi qui s'appelle le roi de Géorgie, c'est-à-dire qui se considère comme roi de Géorgie unifié. C'est en l'an 900 à peu près, le roi Ardanas II. Et donc ils essayent Donc ils étaient chrétiens, eux. Ah bah oui, bien entendu. Ils étaient chrétiens. Oui, Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dès donc le Xe siècle et le XIe siècle, alors que l'âge d'or n'est pas encore arrivé, j'ai repéré deux anecdotes en fait qui sont deux faits historiques qui sont assez intéressants sur la montée en puissance de cette famille. Et du pouvoir politique et militaire qui est le sien. Déjà qu'à la fin du Xe siècle, c'est aux Géorgiens que l'empereur byzantin offre le 3e monastère du mont Athos. Et demande donc aux Géorgiens de venir le construire, un emplacement qui est réservé aux Géorgiens pour construire un monastère sur le mont Athos qui prend un essor extraordinaire à cette époque-là, en 983. Et les Géorgiens l'ont toujours, ce monastère ? Non, parce qu'il a été dépeuplé de sa population géorgienne, donc aujourd'hui il est peuplé par des Grecs, mais bon, peut-être qu'on peut avoir espoir. C'est le monastère d'Iviron. Voilà, qui veut dire en fait le monastère des Ibères, et qui a donné une icône miraculeuse qui est extrêmement connue dans le monde orthodoxe. Mais il ne dépend plus du tout, il n'a plus de lien avec l'église de Géorgie. Aucun monastère de la montagne sainte ne dépend d'une juridiction extérieure. Ils dépendent tous du patriarcat de Constantinople. En revanche, ils peuvent être peuplés par des Russes pour le monastère de Saint-Pantélémon, de Bulgares pour Zografou et de Serbes pour Hilandar, et de Roumains pour quelques skythes qui n'ont pas le titre de monastère. Bon, et puis, que font les Géorgiens ? Mais les Géorgiens, on les attend, parce que effectivement, ce serait beau de revoir, d'entendre à nouveau des chants géorgiens se développer, s'élever sur la montagne sainte. Et puis, donc, au XIe siècle, au début du XIe siècle, on a la trace, en fait, de l'arrivée de Vikings en Géorgie. Ce qui est assez spécial et assez étonnant. Et, donc, par la mer Noire. Par la mer, ils étaient en Crimée. Ils étaient en Crimée et ils sont venus jusqu'en Géorgie. Et là, la trace qu'on a, c'est que donc dans les années 1010, les Vikings sont écrasés par une force au sud-ouest de la Géorgie menée par un Bagration. Donc on voit déjà dès le XIe siècle une puissance militaire qui se développe et qui va donc à partir du roi David, dont je vais laisser Marc parler, prendre une influence et une importance considérable. Je voudrais redire que dans ce pays qui est dévasté au moment où les Bagrations recommencent là une sorte de reconquête finalement. Donc dévasté, ça veut dire église et monastères détruits, villes pillées. Et en fait, la civilisation revient par les monastères, c'est-à-dire que les moines vont dans des endroits complètement désertiques et dangereux parce pas encore sous influence militaire, et refondent des monastères où se développe la civilisation, la culture, etc. Donc c'est vraiment le monachisme dans toute cette partie, et à ce moment-là, est très important pour redonner une vie culturelle, non seulement chrétienne, mais tout ce qui avait lieu à la culture historique. J'ai le souvenir d'un grand monastère à la frontière avec l'Azerbaïdjan, en partie troglodyte. Oui, ça c'est David Garedja. Non. Ah oui, David Garedja. David Garedja. Ça c'est David Garedja. Okay. Bien entendu. Et donc absolument magnifique. Et ça aussi, c'était un monastère qui avait été fondé aussi aux marches un peu du royaume, en avant-poste, si vous voulez, civilisationnel, dans des endroits un peu hostiles. Il faut dire aussi que nous avons parlé des Arabes, mais malheureusement, il n'y a pas que les Arabes, et il y a aussi les Seldjoukides, donc les Turcs Seldjoukides, qui prennent beaucoup d'importance à ce moment-là, à cette période. Qui ont en partie conquis l'Anatolie sur l'Empire romain. Byzantin, oui, c'est ça. Donc au XIe siècle, c'est la fameuse défaite de Manzikert, où l'empereur byzantin est défait, et une défaite qui n'a pas coûté beaucoup d'hommes, si vous voulez, mais qui a eu une influence terrible dans la mesure où Byzance a perdu toute son influence justement sur l'Anatolie à ce moment-là. Et de nouveau, le royaume de Géorgie est complètement isolé puisque son grand protecteur byzantin disparaît de la région. Et donc de nouveau, la Géorgie est isolée, doit faire face
aux différents ennemis avec ses propres forces. Parce qu'en fait, si la frontière naturelle au nord est quasi infranchissable, Oui. celles du sud sont Voilà. beaucoup plus Oui, exactement. Donc, faciles. En fait. Exactement, tout à fait. C'est par le sud que venaient les Arabes, les Perses, etc. Et d'ailleurs, Pompée était venu aussi par là. Mais quand même, comme disait André tout à l'heure, grâce donc à différents Bagrationes, donc le premier, disons, qui est important, c'est Bagrat III, qui a réussi à reconquérir un peu tout, sauf Tbilissi, qui était un émirat arabe, qui était resté longtemps un émirat arabe indépendant, protégé, donc il n'a pas pu le reconquérir, Bagrat III. Ensuite, il y a eu différentes... En gros, à ce moment-là, les Bagrat III avaient à peu près toute la Géorgie actuelle, plus une province au sud-ouest, le long de la mer Noire, moins le sud-est de la Géorgie. Moins le centre, un peu, qui est Tbilissi, en fait. Et ce n'est que son petit-fils ou arrière-petit-fils, je ne sais plus, donc David, ce qu'on appelle David IV, le reconstructeur, qui a été d'ailleurs canonisé par l'Église géorgienne plus tard, qui est le grand monarque de cette époque-là, qui inaugure finalement l'âge d'or de la Géorgie dont parlait André, et qui lui parvient par une cavalerie d'élite, et donc c'est le premier à fonder une armée royale. Jusqu'à présent, c'était des armées qui étaient donc féodales, c'est-à-dire que chaque prince devait envoyer ses armées à la demande du roi. Cette fois, David IV décide d'avoir une armée royale à sa disposition, et ce sera une cavalerie d'élite qu'il prendra du nord, des chaînes nord du Caucase, de ce qu'on appelle les Kipchaks. Et il se constitue une armée royale, donc de 40 000 cavaliers Kipchaks, des cavaliers d'élite, qui sont le noyau de l'armée royale permanente. Et avec ce noyau, et avec donc l'aide des princes auxquels il fait appel, petit à petit, il reconquiert tout ce qui devait être encore reconquis, il consolide ce qui doit être consolidé, et finalement, tout à fait à la fin de son règne, il prend Tbilissi en 1122, je crois. Donc c'est vraiment 2 ou 3 ans avant qu'il ne meure. Je vais juste préciser une petite date qui fera certainement plaisir aux auditeurs de Radio Courtoisie. On est en 1121, donc 1 an avant la reprise de Tbilissi, la bataille de Didgori, qui est un peu l'équivalent de la bataille de Vienne ou de la bataille de Lépante, si on veut, en termes de symbole d'une chrétienté inférieure numériquement, qui écrase les Seldjoukides, donc en 1121, à la bataille de Didgori. Je crois il me semble que les armées de David étaient à cette époque-là à environ 10 000, et qu'il y avait 100 000 Turcs en face, et ça a été une défaite écrasante pour l'Empire Seldjoukide, à tel point que l'Empire Seldjoukide a commencé à décliner à partir de ce moment-là. C'est intéressant de voir aussi qu'à cette bataille de Didgori, il y avait, selon les sources, entre 300 et un peu plus de quelques centaines de croisés qui étaient aux côtés de David. Donc, qui ont combattu. Pour une fois, ils étaient aux côtés des chrétiens et ils ne sont pas battus entre chrétiens. Et David IV, le reconstructeur, avait une aura tellement importante dans l'imaginaire occidental, qu'en fait se développera plus tard, peu de temps après, une sorte de mythe, encore un mythe géorgien, un mythe en Occident, pour le coup, du prêtre roi Jean. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est donc qui traverse un peu le Moyen-Âge. Et en fait, on pense que c'est peut-être la figure de ce roi David qui était à la source de ce mythe du prêtre roi Jean. On retrouve en Éthiopie aussi. Voilà, c'est ça. Donc c'est cette figure-là. Et pendant cette période, quels sont les... Parce que vous nous disiez au début que donc il y avait l'Arménie au sud de la Géorgie. Est-ce que l'Arménie a été aussi occupée par les Bien entendu, oui. Par les Arabes? Bien entendu. Et est-ce que au moment où il y a la reconstruction, la renaissance de la Géorgie, l'Arménie suit le même chemin ou reste occupée? Non, ça se fera un peu plus tard et de manière beaucoup moins pérenne, lorsque ça sera l'arrière-petite-fille de David, Tamar, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui fait des incursions en Arménie et qui permet de stabiliser le pays, mais pas pour très longtemps, malheureusement. Le royaume de Taouk-Larjeti occupait déjà lui-même une partie importante de ce qui fut la Grande Arménie à l'époque antique. Et on a des cathédrales géorgiennes qui sont construites sur des anciens territoires arméniens. Donc en fait, la puissance géorgienne qui se fait au début du 2e millénaire, elle est notamment
pas aux dépens, parce que c'est pas les Géorgiens qui ont vaincu les Arméniens, mais elle se fait notamment sur d'anciens territoires arméniens. Et l'Arménie, elle, reste à cette époque-là et reste embryonnaire, ce qu'elle est devenue après un passé beaucoup plus glorieux, mais beaucoup plus ancien. Et alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des relations entre les églises, puisque comme on l'a dit, l'église géorgienne est orthodoxe, et donc à la fois avec les différents conciles qui sont succédés, alors que l'église d'Arménie a refusé Chalcédoine. Alors précisément, depuis 1010 et la montée de l'influence byzantine dans la région, en tout cas religieuse, l'église géorgienne a un patriarche à sa tête. Ce n'est plus un catholicos, il a reçu le titre de patriarche de Constantinople. Antioche, elle, bien évidemment, a perdu toute sorte de... C'est Antioche qui lui a accordé Non, c'est Constantinople, parce qu'Antioche a perdu son influence depuis plusieurs siècles. Et donc, depuis 1010, avec le premier patriarche Melchisédek de Géorgie, on a donc une église géorgienne qui est plus sur le modèle de l'église constantinopolitaine. Et puis, en 1127, le roi David convoque un concile géorgien dans lequel il fait condamner dans des termes encore plus virulents que par le passé les Arméniens non chalcédoniens. Donc là, on a clairement une... Donc on trouve pas en Géorgie cette hésitation entre les différentes tendances qu'on trouve à Constantinople avec les différents empereurs, comme on l'a vu dans les premières parties. Tous les rois de Géorgie qui auront eu besoin du soutien des empereurs byzantins auront eu tendance à être d'accord avec les empereurs byzantins et leur juste milieu, qui ne sont jamais des justes milieux au cours des siècles passés. Mais en revanche, le royaume de Géorgie, lui, il est clairement dans l'église orthodoxe depuis vraiment le 7e siècle, et il n'y a pas autant effectivement ces querelles-là. L'autre chose qui est importante donc à cette époque-là, c'est donc que l'Église de Géorgie adopte la liturgie byzantine de Saint Jean Chrysostome au détriment de la liturgie de Saint Jacques de Jérusalem, qui du coup, et ils vont la garder en fait malgré. Au début, ils pratiquaient une autre liturgie, c'est ça ? La liturgie de Saint Jacques de Jérusalem, qui était celle qui était le rite d'Antioche en fait. Et elle va garder, l'Église géorgienne va garder le rite de Jérusalem, le rite constantinopolitain qu'elle acquiert au XIe siècle, au détriment du fait que à Constantinople, la réforme liturgique s'inspire à partir du XIIIe siècle, la réforme stoudite, dont Henri vous parlera beaucoup mieux que moi, s'inspire beaucoup plus de Jérusalem. Donc en fait, la Géorgie reste le seul lieu à partir du XIIIe siècle où on a la liturgie constantinopolitaine intégrale, ce qui fait qu'aujourd'hui encore au Sinaï, dans les monastères géorgiens dont on va parler peut-être un peu autour de la reine Tamar, les seuls manuscrits qu'on a pour reconstituer la liturgie antique, certains aspects de la liturgie constantinopolitaine, c'est les manuscrits géorgiens. Pour revenir au roi David, en plus de cette reconquête militaire, c'est un homme qui était extrêmement cultivé. On dit qu'il a tout le temps bougé dans son royaume pour guerroyer, mais il le faisait accompagné de sa bibliothèque portative. Et donc il a fondé... donc David le reconstructeur. David le reconstructeur, il a fondé l'académie de Gélati, qui est à l'ouest de la Géorgie, donc un centre, disons une sorte d'université, qui a eu un rayonnement très important et qui s'est tellement développé que quelques années plus tard, 20 ans après, il a fondé une deuxième académie à l'est, à Ikalto, qui était le pendant à l'est de ce qu'il y avait à Gélati. Donc c'était vraiment un travail civilisationnel extrêmement important pour lequel les Géorgiens sont éternellement reconnaissants. Et alors, à cette époque, donc avec la constitution, c'est même pas la reconstitution, mais la constitution d'un royaume unifié qui rayonne sur toute cette partie du Caucase du Sud, est-ce que avec parallèlement le recul de Byzance, est-ce que ce royaume va un peu rayonner dans toute la région ? À tel point que, à partir notamment de David, mais ça culminera avec sa petite fille, la reine Tamar, à tel point que la Géorgie va territorialement occuper tout l'entre-deux Caucase, de la mer Caspienne à la mer Noire, notamment au XIIIe siècle. C'est-à-dire que l'Aprasie, qui est un royaume qui n'est pas du même groupe ethnique que la Géorgie, mais qui est unifié à la Géorgie depuis le 5e siècle. Donc l'Aprasie, qui est au nord-ouest,
qui est au nord-ouest. Région à problème. À problème dont on parlera certainement. Et donc c'est ça. Au nord-ouest, c'était une des deux régions avec l'Ossétie du Sud qui a fait l'objet de la guerre contre la Russie en 2008. Donc ce royaume d'Abkhazie, il va encore plus loin que l'Abkhazie actuelle ne va. Et pour donner une idée, la ville de Sotchi qui a accueilli les JO d'hiver il y a quelques années, c'est la ville de Sotcha qui a été fondée par les Géorgiens. Et donc en fait, le royaume de Géorgie, qui comprenait donc la principauté abkhaze, s'étendait donc beaucoup plus loin au nord qu'aujourd'hui. Et donc à l'est, au nord le long de la mer Noire. Au nord le long de la mer Noire, et à l'est. Donc on a la Géorgie qui s'étend, alors soit directement en tant que royaume, comme territoire du royaume géorgien, soit sous la forme d'émirats soumis à la suzeraineté géorgienne. On a donc la Géorgie qui pendant donc sur l'actuel Azerbaïdjan. L'actuel Azerbaïdjan, effectivement. Pendant une centaine d'années, donc la Géorgie était extrêmement étendue. Et comme elle le sera, sa plus grande extension finalement, c'est sous le règne de la reine Tamar, donc l'arrière-petite-fille de David, et qui rayonne effectivement sur toute la région et au-delà en fait, puisqu'ils ont une influence importante. Les deux universités fondées par David accueillent finalement des étudiants de toute la région, qui viennent de Perse, qui viennent d'ailleurs. Donc c'est vraiment un des centres de rayonnement tout à fait extraordinaire et magnifique en fait. Et est-ce qu'on trouve trace d'échanges d'ambassadeurs ou je ne sais quoi avec les royaumes occidentaux? Ah bah bien entendu. Il y avait tout le temps des échanges, bien entendu. Alors on dit que la Notre-Dame de Paris a été fondée à partir d'un morceau de la vraie croix donnée par David IV justement à l'époque au chantre d'un monastère de Jérusalem, qu'il a ensuite transmis à Paris. Donc c'était des échanges permanents, et avant ou ensuite, les Géorgiens essaieront toujours d'avoir l'appui de l'Occident dans leur lutte contre soit les Turcs, soit les Arabes, avec aucun succès à aucun moment. Mais ils ont en permanence envoyé des émissaires, des diplomates. Et effectivement, cette puissance géorgienne, elle se manifestait dans le fait que il y a eu une tentative de croisade qui a été proposée au XIIIe siècle à la Géorgie, qui a avorté parce que l'Occident n'était déjà plus à cette affaire-là. Mais il y avait effectivement des échanges très 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 resserrés, très 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 proches. Et les souverains chrétiens occidentaux savaient qu'il y avait en Géorgie un roi chrétien qui était un relais, même si déjà à cette époque-là, il y avait le schisme qui séparait l'Église romaine des Églises orientales. Il y avait quand même des relais, même au niveau chrétien, de ce point de vue-là. Et puis donc l'Académie de Galatie dont a parlé Marc, c'est aussi le lieu du développement et du foisonnement musical. Et du chant religieux géorgien. Alors donc là, je m'arrête un petit peu et je vais un peu développer. Sur les origines de ce chant religieux, parce que le chant religieux orthodoxe, enfin donc chrétien, il naît des écoles doriques, ioniennes, athéniennes de chant grec, donc monodique, une seule voix avec un ison, mais qui n'est pas considéré comme une voix. Et dans tout le pourtour de la Méditerranée où se répand le christianisme, on a des variantes de ce chant grec. Le chant grégorien est issu du chant vieux romain, qui est une variante, qui est une adaptation locale du chant grec. Les chants qu'on utilise actuellement dans le patriarcat d'Antioche sont issus aussi de ces monodies grecs. Et même beaucoup plus tard, la Russie slave adoptera ces mélodies grecques, ces principes grecs de monodie, pour élaborer ce qu'on appelle le chant znamenny, qui veut dire le chant des signes, qui est un chant qui s'élabore exactement de la même manière que le chant grec. Et pourtant, en Géorgie, à cause ou grâce à cette préexistence extrêmement importante de la polyphonie, très rapidement, les Géorgiens vont avoir tendance à chercher à développer une polyphonie religieuse.
Ça apparaît, a priori, on considère que les premières traces de cette polyphonie religieuse apparaissent au IXe siècle, ce qui veut dire qu'après, à pouvoir chanter certainement sur des mélodies grecques en géorgien, les Géorgiens se mettent à redévelopper des polyphonies, toujours sur le modèle des chants grecs, c'est-à-dire qu'on conserve des segments entiers de chants grecs qui vont être gardés dans la voix principale qui fait la mélodie. Et donc, dès le 9e siècle, on a donc des polyphonies géorgiennes religieuses qui sont chantées dans l'église et qui notamment vont prendre un essor considérable à l'Académie de Galatie. Où donc la musique est systématisée, où tout le répertoire liturgique est composé. Alors on en a perdu énormément de traces, mais il y a un patrimoine extraordinaire qui se développe à cette époque-là. Et même avant de passer à la musique, parce qu'on va entendre le texte, l'un des deux chants qu'on va entendre est issu d'un texte qui n'a pas été composé à Byzance, qui ne vient pas d'ailleurs, qui vient proprement lui de Géorgie. C'est un roi, le roi Dimitri, qui est devenu le moine Damien, qui a composé une hymne à la Vierge et qui est intégré dans la vie liturgique de l'Église géorgienne. Et donc je vais laisser la musique parler dans les deux morceaux qui suivent.
Vous écoutez Radio Courtoisie, libre journal de la plus grande France, Benjamin Blanchard au micro. Je reçois ce soir Marc Andronikov, médecin et écrivain, et André Samangrelo, chroniqueur sur la Gazette en ligne Le Rouge et le Noir, au sujet de la Géorgie, son histoire, sa chrétienté et sa musique, dont nous venons d'écouter des magnifiques chants religieux. André Samangrelo. Voilà, donc ça c'était deux exemples de la polyphonie géorgienne telle qu'elle se développe donc à partir de Gélati au XIIe, XIIIe siècle. Donc, ce qu'il faut noter sur ce sujet-là, c'est qu'on a encore là entendu la division entre l'Est et l'Ouest. Le premier morceau qu'on a entendu, qui est un morceau qu'on chante au vêpres dominical, c'est donc un exemple typique des mélodies occidentales. C'est vraiment ça, on peut l'identifier comme venant directement de l'école de Gélati, qui est donc en Iméréthie, à l'ouest de la Géorgie. Et le deuxième morceau, qui est donc sur le texte de cet hymne écrit par un saint roi géorgien, puisqu'il a aussi été canonisé, le roi Dimitri Ier, Damien dans la vie monastique, qui lui a été interprété dans l'école orientale, donc encore avec cette influence visible de la musique préexistante, avec des basses beaucoup plus stables à l'est que à l'ouest. Donc on voit encore justement cette musicologie qui se retrouve et qui est vraiment un signe de la grande stabilité culturelle de la Géorgie à cette époque-là. Et qui restera du coup une réalité pendant en fait 100 ans, jusqu'à donc la reine Tamar, dont on a déjà parlé, qui est à bien des égards la reine des reines, comme elle est appelée dans la chronique géorgienne, qui reconstruit les églises, à tel point qu'elle est d'ailleurs dans l'église orthodoxe commémorée en même temps que les femmes mirophores, parce qu'elle est considérée au même titre que les femmes mirophores, comme celle qui a orné le corps du Christ. Les églises orthodoxes en Géorgie ou partout? Partout. Dans toute l'orthodoxie, comme les femmes mirophores qui ont orné le corps du Christ. Tamar, la reine Tamar, avec les constructions d'église qu'elle a dirigée, est une femme mirophore. Et donc on a cet âge d'or qui prend même encore plus d'ampleur avec la reine Tamar, avec le droit qui est accordé par les sultans mamelouks d'Égypte, droit accordé aux seules armées géorgiennes de rentrer avec armes et bannières à Jérusalem, ce qui est complètement anachronique, j'ai envie de dire, à une époque où les croisades sont déjà reparties. Et ce qui est intéressant, c'est que Tamar, il y a aussi le motif, pour la première fois, même si ça se termine mal, de l'union d'une première alliance avec la Russie. Oui, Tamar, donc c'est vraiment l'apogée de la Géorgie, et son premier mari est un Russe, en fait, qui vient de tout à fait du nord, tout à fait du nord de la Russie. Et Tamar était une jeune fille qui a eu beaucoup de mal à s'imposer dans un monde d'hommes. Son père l'avait associée au trône de son vivant parce qu'il n'avait qu'une fille, il n'avait pas de garçon pour prendre sa relève. Et donc elle a eu beaucoup de mal à s'imposer au début. Elle a dû lutter contre les influences, disons, machistes autour d'elle. Elle avait 16 ans à peu près, 15-16 ans quand elle monte sur le trône toute seule. Donc vous imaginez, dans un monde de guerriers très aguerris, une frêle jeune femme qui monte sur le trône. Donc ils étaient terrorisés pour la pérennité, si vous voulez, du royaume. Et donc son premier combat a été de s'imposer vis-à-vis de ses propres princes. Et pour cela, il fallait qu'elle ait un héritier elle-même. Mais pendant longtemps, elle ne voulait pas se marier. Elle était très pieuse, donc elle s'occupait assez peu de ces choses-là. Mais pour le bien du royaume, elle a quand même accepté de se marier après de multiples prétendants qui venaient de partout. Elle s'est finalement laissée faire pour se marier avec un prince orthodoxe, un prince russe, un beau prince du Nord, Yuri, Georges. Et ça a été un mariage extrêmement malheureux, puisque au bout de 2 ou 3 ans, elle l'a répudié. Et donc ça, c'était fort aussi, de répudier son mari à l'époque. Et donc, elle l'a répudié, il est parti à Constantinople. Et il a essayé de prendre les armes à 2 reprises contre elle pour reprendre ce qu'il considérait être légitimement son droit de roi de Géorgie. Et il a été appuyé
par beaucoup de princes géorgiens qui préféraient avoir un homme à leur tête qu'une femme. Mais à chaque fois, ça a échoué. Donc il y a eu de nombreuses péripéties, telles que je les raconte dans mon livre qui est paru donc en Russie et pas en France. Mais finalement, elle s'en est sortie et son deuxième mari était un prince ossète. Et j'en profite pour dire que s'il y a un auditeur de Radio Courtoisie qui est éditeur et qui est intéressé pour éditer ce livre en français, parce qu'en fait, il a été écrit en français et il n'est édité qu'en russe. Voilà, alors c'est quand même bien paradoxal, mais c'est comme ça. Les Russes, quand on ne parle pas russe, quand on ne lit pas le russe, les Russes adorent la reine Tamar. Les Russes adorent la reine Tamar et ils ont beaucoup fait pour sa mémoire et pour qu'on la connaisse en fait. Ils aiment beaucoup cette figure. Donc le deuxième mari de Tamar, David, était un prince ossète et là c'était un mariage heureux qui a eu 2 enfants, un fils premier-né et une fille deuxième-née, et les 2 ont régné plus tard. Et les guerres contre les princes qui ont pris le parti de son premier mari n'ont pas trop affecté le pays. Ils avaient l'habitude. Oui, c'est ça. Ils étaient habitués à lutter les uns contre les autres. C'était quand même une traîtrise terrible pour Tamar, qui était une sainte reine et qui avait beaucoup de mérite. Mais bon, c'était comme ça. Ils l'ont trahi, mais dans sa grande bonté, elle leur a pardonné. C'est-à-dire qu'au lieu de les pulvériser comme avait fait son propre père au moment d'une précédente révolte, elle leur a pardonné. Il n'y en a aucun qui n'a été condamné ni à des tortures ni à mort. Il me semble d'ailleurs que c'est parce que certaines chroniques recensent que c'est sous Tamar que la peine de mort est abolie en Géorgie. Il n'y a eu aucune peine de mort, aucune condamnation à mort sous son règne. Donc c'était vraiment un règne miraculeux qui, si vous voulez, elle a réussi à faire que les guerres soient à l'extérieur du pays, sauf ces petits coups d'État là qui a coûté un petit peu pendant une période donnée, mais en dehors de ça, finalement, les guerres sont en dehors du pays, et tout le pays est unifié et dans une paix absolument extraordinaire. Comme dit Shota Rustaveli, qui est le grand poète géorgien qui écrase toute la Géorgie sous sa plume, si vous voulez. Le mouton est sur le même pré que le loup, en fait. Ils sont tous ensemble et ils sont tous heureux. Ça, c'est le règne de la Tamar. Et puis, elle a fait un coup de poker, Tamar, absolument incroyable. C'est donc 1200, elle monte sur le trône en 1184, elle meurt en 1213, et en 1203, c'est la fameuse croisade qui part sur Jérusalem et qui se détourne vers Constantinople. Et donc Constantinople est assiégée en fait par les croisés en fin 1203, début 1204. Et Tamar fait un coup de poker, elle en profite, elle a l'idée absolument incroyable et géniale de prendre des possessions byzantines sur la mer Noire. Et où elle installe ses cousins. Et donc c'est la création. Donc Tamar crée ce qui va devenir l'empire de Trébizonde. Donc à partir du port de Trébizonde sur la mer Noire, elle y installe ses cousins qui venaient de Byzance. Histoire un peu compliquée, mais bon. Donc elle y installe ses cousins et donc ce sera l'empire de Trébizonde qui se crée au moment où tombe Byzance aux mains des Latins. Et donc finalement, à ce moment-là, c'est un nouvel empire romain. C'est ça, exactement. Donc une sorte d'empire romain byzantin d'Orient byzantin est recréé juste au moment de la chute de Byzance à Trébizonde, qui accueille donc à ce moment-là beaucoup de réfugiés de Byzance, etc. Pour que les auditeurs de Radio Courtoisie visualisent bien, donc Trébizonde, c'est au bord de la mer Noire. C'est un port de la mer Noire, oui, un grand port de la mer Noire. C'est quel endroit, les frontières actuelles, on va dire? Eh bien, c'est malheureusement en Turquie, mais donc c'est au sud de la Géorgie, donc à l'est sur la mer Noire. Voilà. Donc c'était une position byzantine qui résistait aux Turcs à ce moment-là, mais c'est Tamar qui le prend par les armes et il installe donc ses cousins qui fondent là un royaume qu'on appelle empire. Bon, c'est un petit empire, mais qui sera prospère pendant 200 ans. Et donc qui sera en fait un cœur byzantin. Et pendant ce temps-là, le Byzance qui n'est plus dans Constantinople est où? Et donc Byzance donc, est aux mains des Latins. Et donc, ça sera l'empire latin de Mais il reste quand même un petit empire byzantin quelque part. Non, après, il se morcelle. C'est-à-dire que les Latins sont à Byzance, avec Godefroy de Bouillon et autres, donc pendant une 60aine d'années. Et donc, ils se morcellent. Il y aura 2 centres de résistance grecs aux Latins. Mais c'est toute une autre histoire, je crois qu'on n'a pas le temps de venir là-dessus. Il faudra faire d'autres émissions sur cette question. Ce sont 2 centres qui
qui vont résister plus ou moins. Et donc l'un des deux centres, finalement, en 1260 et quelques, reprendra le trône avec les paléologues de Byzance. Et Trébizonde n'essaiera jamais de reprendre possession de Byzance. Il restera toujours indépendant. Donc ça c'est effectivement ce qu'on peut dire sur la figure de la reine Tamar, qui est vraiment extraordinaire, notamment malheureusement par rapport à ses successeurs qui ont eu beaucoup plus de mal à garder l'emprise qu'elle avait eue sur le royaume. Il faut bien dire que son fils, qui est Georges, appelé Georges l'Achat, donc Georges le Brillant, est un homme brillant, mais il n'a pas il est assez bouillonnant aussi. Et à ce moment-là arrivent malheureusement les Mongols. Et donc là, finalement, l'apogée de la Géorgie se termine avec l'invasion mongole qui sera faite en 2 fois. Une première fois à la fin de 1220 et quelques. Ils font une première incursion. Donc elle meurt en 1213. En 1213, c'est ça. C'est la date habituelle que l'on donne. Donc 7 ans après, donc sous son fils Georges V. Oui, c'est ça. Georges V, c'est plus tard. Non, c'est ça, c'est lui. Oui. C'est lui. C'est parce que Georges IV, c'est son père. Et donc il y a une première invasion des Mongols, oui. Mais qui conquiert tout le pays. Non, c'est une première invasion des Mongols qui s'arrête, mais qui pousse devant elle des hordes arabes, qui, elles, ravagent de nouveau complètement tout l'est du pays, y compris Tbilissi. Et donc là, le pays est de nouveau cassé, et la reine, donc la fille de Tamar, se replie à l'ouest. Et donc le pays est de nouveau partagé. À ce moment-là, c'est un nouveau premier partage repartage qui se fait, avec l'Est qui est aux mains un peu des Arabes, ou en tout cas sous la domination arabe, et l'Ouest qui est indépendant, avec la fille de Tamar au Soudan, qui maintient donc à Koutaïssi, une ville de l'Ouest, le royaume. Ensuite, il va y avoir une sorte de nouvelle reconquête, mais une deuxième invasion mongole, avec Tamerlan, qui là va conquérir tout. Et Georges V, alors lui, il était réfugié à l'ouest. Non, mais lui, il est mort en tout temps. Ça. La dernière période qui verra un royaume géorgien unifié, elle commence donc à la toute fin du XIVe siècle, avec un autre roi qui s'appelle Georges, un autre roi qui s'appelle Georges le Brillant d'ailleurs, Georgim Trinvalet, et qui est en fait le dernier épisode de la Géorgie unifiée. Il parvient, en fait, c'est un roi qui parvient à la faveur du déclin de la puissance mongole dans la région, à reprendre aux Arabes leur possession, à réunifier tout le territoire géorgien. Ça durera, bon an, mal an, de manière beaucoup moins brillante et beaucoup moins et surtout moins pérenne que par le passé, jusqu'en 1491, où là, plus de Mongols, mais en revanche, sous les coups de boutoir opposés des Perses et des Turcs, des Ottomans et de l'Empire ottoman et de l'Empire persan, en 1491, qui est une date assez intéressante parce que ça correspond à un an près à tout un tas d'autres événements occidentaux qui signalent un peu une période charnière. 1491, le royaume de Géorgie tombe définitivement et est séparé, et on le verra un peu plus tard, entre deux zones d'influence, une perse, une ottomane. Donc Perse à l'est, ottomane à l'ouest. Perse à l'est, et c'est là qu'on va pouvoir conclure sur la partition en 1491. On a 3 royaumes et 5 principautés. Le royaume de Kakheti qui est à l'extrême est de Géorgie. Qui est sous l'influence perse. Le royaume de Kartli qui est le milieu de la Géorgie, qui est aussi sous influence perse, mais qui va être plus disputé entre les Perses et les Ottomans. Le royaume d'Imereti qui est un peu plus à l'ouest, mais qui ne touche pas la côte, qui est lui sous influence ottomane, mais qui sera aussi disputé par les Perses. Et 5 principautés qui sont beaucoup plus petites et qui sont l'Aprasie, dont on a déjà parlé, l'Algérie qui est une autre région qui a posé problème après la fin de l'Empire soviétique, la Mingrélie, la Svénétie et la Gourie. Et ces 5 principautés, c'est intéressant parce que ces 5 territoires où les familles régnantes, à partir donc de 1491, ne seront pas issues de la famille des Bagrations, tandis que les 3 royaumes
les 3 royaumes qui seront par la suite un peu mobiles et qui seront parfois récupérés en une seule souveraineté dans les siècles qui suivront, sont tous les 3 gouvernés par des branches différentes de la famille Bagration, à tel point que parfois un roi de Kartli va être déplacé roi de Kakheti et remplacé en Kartli à la faveur des... Et donc pour qu'on comprenne bien, puisqu'on arrive au terme de l'émission, durant cette influence perse et ottomane, les Géorgiens restent chrétiens. Il n'y a pas de conversion forcée. À un certain moment, il y a des rois qui vont se convertir à l'islam, des rois de l'Est, pendant 2-3 générations. Mais l'Église subsiste. Voilà. L'Église subsiste. Je pense qu'on aura le temps d'en parler. Et l'Église reste unifiée. Oui, L'Église reste unifiée. c'est ça. Alors, on arrive au terme de cette émission. Comme on l'avait prévu, on n'a pas traité toute l'histoire en 1h30. Donc, j'espère vous avoir bientôt à ce micro pour continuer l'histoire de la Géorgie. Merci Marc Andronikov, merci André Samangrelo. Et merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et dans 4 semaines.